À l'intérieur de moi, il y a l'enfant qui a vécu ce qu'il a vécu et je porte aussi en moi le parent de cet enfant, la mère de cet enfant. Et pour pouvoir donner de l'amour inconditionnel à l'extérieur, il faut déjà pouvoir se le donner à l'intérieur pour pouvoir devenir sa meilleure amie. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé. Bon matin à tous. Bon matin Karima. Bon matin Philippe. Comment ça va bien ? Ça va, mais bon, je peux pas vous taquiner aujourd'hui, donc. Pourquoi ? Parce que moi j'aime bien que votre fan club après dit que je suis méchant avec vous, donc. Mais c'est pas alors que j'ai mes raisons. Hein. Ah, carrément. Non, vous n'avez pas de raison. Vous avez des raisons d'être méchant avec moi ? Non, mais méchant. Mais dites-le moi. Je suis pas au courant alors. Je vous dirai pendant la pause. D'accord, ok. Quand on nous aura coupé le micro. Karima Chadi, psychothérapeute, coach parental et familial et praticienne en constellation familiale, avons-nous appris récemment. On va parler de la bonne mère, oui, mais être une bonne mère pour soi-même. Absolument. Voilà, c'est le sujet que vous nous proposez aujourd'hui. Alors, comment est-ce qu'on peut devenir une bonne mère pour soi-même et comment peut-on devenir sa propre mère ? Alors, ça paraît bizarre comme ça, dit comme ça, mais de plus en plus, en fait, c'est dans l'observation aussi, donc des accompagnements, donc en psychothérapie ou en croissance personnelle, où apprendre en fait à la personne à prendre soin d'elle au niveau physiologique, au niveau psycho-émotionnel, au niveau aussi relationnel, c'est quelque chose qui est très important pour son développement. Et souvent, donc on peut le voir la plupart du temps, la personne quand elle souffre, c'est que justement elle n'a pas su, peut-être, soit elle n'a pas su parce qu'on ne lui a pas appris à prendre soin d'elle et à s'occuper d'elle-même. Donc être une bonne mère pour soi, pour pouvoir ensuite regarder avec un regard positif, si on a des enfants, son compagnon, sa compagne, sa famille, ses relations au travail, avec les collègues et tout ça. Donc c'est un sujet qui pour moi en tout cas est important et pour moi c'est la suite logique de l'émission qu'on avait fait sur le syndrome de Wendy, qui est une bonne mère pour tout le monde, excepté pour elle-même. Donc, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, s'occuper de soi, s'occuper de ses besoins, développer la mère intérieure. Et nous avons tous en nous une mère intérieure. Moi, j'aime beaucoup utiliser cette phrase. Je croyais qu'on avait un enfant intérieur. Alors, on a les deux, en fait. Donc, justement, vous me faites une belle transition pour parler de ma super phrase que je dis, en moi, il y a l'enfant et la mère intérieure. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de moi, il y a l'enfant qui a vécu ce qu'il a vécu, avec ses souffrances, avec ses blessures, avec ses réussites aussi. Et je porte aussi en moi le parent de cet enfant, la mère de cet enfant. Et avec l'archétype, donc quand on parle de la mère intérieure, on parle de l'archétype de la mère nourricière. Celle qui va regarder avec son regard bienveillant, avec son amour inconditionnel. Et pour pouvoir donner de l'amour inconditionnel à l'extérieur, il faut déjà pouvoir se le donner à l'intérieur. D'accord ? Pour pouvoir devenir sa meilleure amie ou son meilleur ami. Et ne pas être ensuite en quête de validation, en quête de reconnaissance, en quête de reconnaissance, je l'ai dit, de validation. C'est-à-dire que je vais aller chercher à l'extérieur ce que je n'arrive pas à me donner à moi-même. Ou alors si je me le donne d'abord à moi-même, j'aurais pas besoin de le demander ailleurs. Exactement, c'est ça. C'est cette équation-là. Donc, c'est l'implication, en fait, ça va impliquer plutôt de prendre soin de soi, de connaître ses besoins, de se soutenir. Vous voyez, et de court-circuiter, en fait, vous savez, le saboteur, moi j'appelle ça le saboteur intérieur, cette voix, cette petite voix, je l'appelle radio-moi aussi. Radio-moi, quand on se met sur la fréquence de radio-moi, c'est « Oh là là, mais ma pauvre fille, mais t'es nul, oh mon pauvre garçon, mais qu'est-ce que t'as fait ? Tu t'y prends comme une patate, t'as rien compris. Regarde, t'es même pas à ta place, personne te regarde, personne te calcule. T'as pas ta place, t'as pas ceci, t'as pas cela, t'as pas le bon geste, t'as pas la bonne parole, t'as pas la... » C'est-à-dire que quoi que l'on fasse, il y a cette voix en fait qui est la représentation de toutes les voix intériorisées, qu'elles soient de nos parents, qu'elles soient de nos enseignants, qu'elles soient de nos amis, quelles qu'elles soient. Et en fait, l'objectif ici, c'est de transformer cette petite voix en une voix bienveillante, soutenante et protectrice.
Parce qu'il y a une personne, Karima, qui est toujours là pour nous, 7 jours sur 7, exactement. 24 heures sur 24. Exactement, c'est nous-mêmes, c'est notre source, j'appelle ça notre source, notre nature essentielle. Mais ça il faut apprendre à se le dire. Il faut apprendre à se le dire. La seule personne sur qui on puisse compter 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est soi-même. C'est soi-même. Et déjà, c'est vraiment important de le dire vraiment à nos auditeurs et auditrices, c'est important de le conscientiser. Parce que quand vous vous répétez, de se dire, la personne avec laquelle vous passez le plus de temps, c'est qui ? C'est vous. Et si vous vous malmenez, vous vous maltraitez tout le temps à vous critiquer, à être dans le perfectionnisme, dans la procrastination, dans toutes ces choses, en fait, de regarder que les défaillances et que les faiblesses et ne pas regarder vos points forts, et c'est ce que fait la voix critique, en fait. Et si vous ne transformez pas cette voix, parce qu'elle va vous accompagner toute votre vie et vous dire, finalement, hier soir dans une petite assemblée, il y avait une personne, on lui posait la question, mais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu deviens, où tu en es, et la personne est un peu en échec à dire, moi je suis en échec, je fais l'échec. Et donc j'ai trouvé ça très dur, en fait, très violent. De se maltraiter comme ça. Mais très franc aussi. Enfin, ça pourrait être perçu comme quelque chose de très vrai. Oui, alors, il faut distinguer quand même, Philippe, des choses qui sont réelles. Oui, c'est vrai, j'ai pas réussi à faire ceci ou à faire cela. Mais c'est pas parce que j'ai pas réussi à faire ceci ou à faire cela que je vais me poser l'étiquette dessus, que je suis. C'est-à-dire qu'on s'identifie à l'échec. Je m'identifie, puisque je n'ai pas réussi telle et telle chose, puisque je n'arrive pas à accomplir telle et telle chose, eh bien, je vais poser sur moi-même cette étiquette de « je ne suis une bonne à rien, je ne sers à rien, les gens ne me regardent pas, je suis une invisible, et de toute façon, ma pauvre fille, vu comment t'es accoutrée, vu comment t'es habillée, vu comment tu parles, de toute façon, c'est normal qu'on te regarde pas, hein, de toute façon. Hein, c'est normal que ton avis ne compte pas. » Donc déjà, de transformer nos yeux, en fait, au lieu de regarder à l'extérieur, on va les tourner à l'intérieur. Tous nos capteurs sensoriels, on va les diriger, notre parabole, on va la diriger à l'intérieur, se centrer sur nous. Alors, quand je dis ça, souvent on me dit « Ah, mais c'est égoïste quand même !» Non, c'est un égoïsme qui est sain. Et ça ne s'appelle même pas un égoïsme. C'est le reste qui est égoïste. Exactement. C'est de servir les autres avant soi-même. Avant soi-même, exactement. On commence toujours la première personne que l'on doit satisfaire, c'est soi-même. D'accord ? Maintenant, soi-même, c'est-à-dire on reste sur des besoins vitaux, des besoins de s'occuper de son corps, se reposer, avoir du plaisir, sur des besoins relationnels aussi. D'accord ? Et pas de s'imposer des choses. Et être vraiment, c'est la notion pour moi, être mère pour soi, c'est cette bonté, en fait, la diriger aussi vers soi. C'est-à-dire avoir cette autocompassion, cette auto-bienveillance, et de se dire, ok, là, j'ai pas réussi, voilà, parce que j'ai manqué ça, il m'a manqué ça, ok, mais je vais réessayer. Moi, je fais des petits exercices comme ça, où je me prends moi-même dans mes bras, par exemple. Je ne vais pas attendre que quelqu'un me prenne dans les bras. Oui, et là, j'ai pas le droit de me moquer. Alors, vous vous moquez pas, Philippe. Non, parce que c'est un super exercice. Je vais avoir des commentaires, mais j'ai envie de... Permettez-moi de rigoler, Karima. Permettez-vous de rigoler si vous voulez, d'accord ? On a le droit, vous l'avez dit, on est en démocratie, on a le droit de rire. Eh bien, on se prend dans les bras. En fait, vous croisez vos bras et vous posez vos paumes de vos mains donc croisées au niveau des épaules et vous descendez jusqu'au coude. Et vous faites ce mouvement 3 fois. Pourquoi ? Parce qu'au bout de la 3e fois, vous allez... C'est-à-dire que vous avez ce contact avec vous-même pendant 15 secondes. Et en fait, vous déclenchez en fait la biochimie du cerveau. C'est-à-dire que votre cerveau va sentir, vos capteurs sensoriels vont sentir ce contact. Et c'est un contact bienveillant, soutenant, chaleureux, avec cette intentionnalité-là. Eh bien... va déclencher chez vous donc la sécrétion d'hormones de bien-être. Voyez ? C'est le auto-hug. C'est le auto-hug, exactement. Et moi, je le termine, donc on fait 3 fois donc des épaules jusqu'au coude, et je termine le 3e par se donner la main, je me donne la main à moi-même, c'est-à-dire que je fais alliance avec moi-même. Voilà. Là, vous ne pouvez pas vous moquer, là, hein ? Vous avez vu ? Je suis cloué. Ah, bon. Bon, déjà, il faut intégrer
et ça c'est aussi le but de l'émission, que vous avez besoin de vous. Oui. Et c'est pas un concept qui est toujours facile à intégrer, de dire oui. qu'on a besoin de soi. De soi-même, exactement. C'est pas ce qu'on apprend. Non. C'est-à-dire qu'on va toujours chercher l'aide à l'extérieur. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a besoin d'aide, c'est maman, maman, papa, le voisin, voilà, les ressources, on va chercher les ressources à l'extérieur. Mais la première ressource, c'est celle que vous avez vous à l'intérieur. Peut-être qu'elle est inexplorée, peut-être que vous ne la connaissez pas, peut-être que vous ne savez même pas qu'elle existe, parce que vous avez tellement entendu de messages contradictoires, d'injonctions, de contraintes, de messages contraignants, et qui vous ont fait croire, qui ont créé en vous la conviction que vous êtes en incapacité de pouvoir vous occuper de vous-même. Et surtout au niveau psycho-émotionnel et au niveau mental aussi. Si on commençait à changer notre discours interne, d'accord, au lieu de se maltraiter, de commencer à dire, alors je ne suis pas en train de dire de devenir des arrogants, de devenir des orgueilleux. D'ailleurs, les arrogants et les orgueilleux, c'est déjà des personnes qui ont vraiment un grand manque de confiance en eux et un grand manque de confiance en les autres, en confiance, la confiance sociale. C'est pas trop de confiance en eux. Non, ça n'existe pas trop de confiance. Quelqu'un qui est trop confiant en lui, d'accord, ça n'existe pas. Non, Philippe, ça n'existe pas. Comment vous calculez cette confiance en soi? Quand on dit qu'il est trop confiant en lui, il a basculé en fait dans l'arrogance. Ça veut dire qu'il a tellement peu confiance en lui et en les autres, et l'arrogance, c'est parce qu'il n'a pas confiance en les autres. L'orgueilleux, la différence entre l'orgueil et l'arrogance. L'arrogance, c'est vis-à-vis des autres. Donc j'écrase les autres, d'accord? Donc je suis un peu en mentalité supérieure. D'accord, en disant moi j'ai compris, moi je sais, moi, et arrogant, et donc les autres sont là pour me servir. Ça c'est de l'arrogance. L'orgueil c'est quoi? C'est avoir une haute idée de soi-même. C'est-à-dire une considération plus grande et énorme, c'est-à-dire qui dépasse à la limite de la divinité, quoi. C'est ça, la différence elle est là. C'est l'orgueil c'est avec soi-même et l'arrogance c'est avec les autres. D'accord? Donc, un excès de confiance, moi, à chaque fois que j'entends ça, je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Quelqu'un qui a confiance en lui, c'est quelqu'un qui se connaît, qui a une confiance intérieure, qui va au bout de ce qu'il fait, qui a aussi confiance en les autres, une confiance sociale, d'accord? Donc, en ses compétences, en les autres, et qui va justement savoir à quel moment il connaît ses limites, à quel moment il sait que là, il arrive à une limite et qu'il ne peut pas aller plus loin, et donc il va aller demander de l'aide à l'extérieur. D'accord? Un excès de confiance, c'est quelqu'un qui se croit supérieur et qui va vouloir écraser les autres. Donc, on le dit, c'est un défaut de langage pour moi, hein, en tout cas, c'est comme ça que je le comprends et que c'est comme ça avec quoi je travaille, que la personne, en fait, elle croit qu'elle a confiance en elle, mais en fait, c'est pas du tout. C'est qu'il y a un des piliers de la confiance en soi qui n'est pas développé. Et notamment, c'est la question de l'estime de soi, cette confiance intérieure, la question de sa valeur personnelle. Et pour développer votre valeur personnelle, il est essentiel de se connecter, de se relier à sa source et à son essence, en fait. Être une bonne mère pour soi avec Karima Chadi dans AVS. Alors, comment on fait, Karima, pour se dire « je suis là pour moi » ? Alors, je suis là pour moi. Déjà, c'est un travail de connexion profonde avec soi. Et pour cela, il faut vraiment se rendre disponible. C'est pas juste une phrase qu'on va balancer comme ça et donc c'est comme une incantation, hein. Pas du tout, hein, d'accord? C'est vraiment pour être là pour soi. C'est vraiment être dans un état méditatif. C'est-à-dire que vous allez déjà enlever toutes les pollutions sonores, les pollutions visuelles et donc de se dire ok, je prends, c'est un moment pour moi, je me rends disponible à moi-même. Pour me rendre disponible à moi-même et pour pouvoir me dire cette phrase qui va faire vibrer toutes les cellules de mon corps, qui va en fait, toutes les parties de mon être vont s'aligner sur cette phrase, de dire je suis là pour moi-même. Et pas même si je n'y crois pas. Pourquoi ? Parce que j'ai été déçue, j'ai été trahie, les gens qui devaient s'occuper de moi étant petite ne l'ont pas fait ou l'ont fait d'une manière défaillante ou étaient peut-être trop perfectionnistes et il y avait beaucoup d'attentes et donc j'étais pas assez pour eux. Déjà, il va falloir donc se libérer l'esprit de toutes ces petites phrases, de toutes ces choses pour ensuite se dire ok,
c'est un moment pour moi, donc je vais m'installer, prendre conscience de là où je me trouve, où se trouve mon corps, où est-ce que je suis positionnée, à quel endroit, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur. Donc moi, généralement, ce que je fais, c'est que je pose la main sur le cœur, une main sur le cœur, ou sur le thymus, une autre sur le ventre, parce que les émotions, c'est aussi, ça se passe beaucoup dans le ventre, d'accord ? Et donc, et là, dire, ok, en cet instant, c'est un moment solennel avec soi, en fait. C'est un moment sacré avec soi-même. Et de se dire, ok, en ce temps et en ce lieu, ici et maintenant, je suis avec moi-même. D'accord ? Et vous pouvez allumer votre écran mental et vous imaginez toutes les fois où vous avez été avec vous-même. Vous savez, les fois où vous vous réconfortez, vous dites « Allez, tu vas y arriver ». Vous imaginez que quand vous êtes par exemple avec vos enfants, vous allez les supporter sur le cours de tennis ou au bord comment on appelle ça Du stade, voilà, au bord du stade, s'ils jouent au basket ou au hand ou je sais pas quoi, un autre sport, et que vous êtes là en fait en support. Vous faites du sponsorship, c'est-à-dire du parrainage. Vous êtes en train de parrainer un parrainage positif avec des phrases. Vous savez, le parrainage, comment ça se passe quand l'auto-parrainage. D'accord ? Il y a l'auto-parrainage, c'est comment je me parraine, comment je me sponsorship moi-même. C'est-à-dire, je me soutiens, je crois en moi, je me soutiens et je me donne les moyens de réussir. La première chose qui est importante dans ce parrainage, c'est de se voir. C'est pour ça que l'exercice de se dire « je suis avec moi-même », mettez-vous devant un miroir et regardez-vous. C'est difficile, hein, c'est clair, hein, Philippe, hein, c'est pas simple. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, les personnes ne veulent pas se voir, parce qu'elles ne s'acceptent pas, parce qu'elles ne s'aiment pas. Tout en elle dit non, mais qu'est-ce que je vais aimer chez toi ? Je t'aime pas physiquement, t'es pas belle, t'es moche, t'es pas beau, regarde, tu ressembles à rien, t'as vu les canons de la beauté, maintenant ça ressemble à ça. Moi je suis à des années-lumière de ça. Comment je peux dire que je suis avec moi-même alors que je me déteste moi-même ? C'est pas simple, hein. C'est vraiment pas simple. Mais c'est important de pouvoir prendre ce temps-là, parce que sinon vous n'avancerez pas. Vous n'avancerez pas. Vous pourrez faire plein de choses à l'extérieur, devenir une Wendy, c'est sûr, d'accord ? Mais la première personne avec laquelle vous devez tisser un lien de confiance, un lien d'amour inconditionnel, c'est avec vous-même. Et donc, pour pouvoir être votre propre mère. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Oui. En quoi est-ce que c'est réparateur d'être dans l'amour et de l'empathie envers soi-même ? Ah, j'adore cette question. Alors, en quoi c'est réparateur ? C'est dans le sens où la personne... On va prendre un exemple avec deux personnes. Ensuite, la personne va elle-même se dissocier et aller chercher le parent en elle. D'accord ? Alors, nous, on parle là de la mère parce que c'est l'archétype de la mère, mais ça peut être le père. Être un bon père pour soi aussi. D'accord ? Donc, la personne va se dissocier et aller chercher la mère en elle. Parce que cette mère, ce père, a forcément un regard bienveillant. C'est la première des choses. Quand on dit regard, ça veut dire que je suis vue. Même si on n'a pas eu des parents bienveillants. Même si on n'a pas eu de parents bienveillants, bien sûr. Et la plupart du temps, c'est quand on n'a pas eu de parents bienveillants qu'il est important d'aller chercher le parent en soi. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont attendre de leurs parents quoi ? Quelque chose qu'ils ne leur donneront pas. Qu'ils ne leur donneront pas parce qu'ils ne l'ont pas donné au moment où il fallait le donner, et c'est pas après qu'ils vont le donner. Pourquoi ? Parce que probablement eux-mêmes ne l'ont pas. Et on ne peut pas demander à quelqu'un de donner quelque chose qu'il n'a pas. Oui, c'est ça qu'il faut. C'est pas accuser les parents. Non, pas du tout. Au contraire, c'est faire la paix. Ouais, c'est juste pour dire qu'ils ne l'ont pas donné parce qu'ils n'avaient pas les moyens de le faire. Ils n'avaient pas les moyens de le faire. Ils ne savaient même pas que c'était possible et que c'était même pas... C'est comme dans les familles. Il y a des familles qui communiquent tout le temps, à tout azimut, et d'autres familles qui ne communiquent pas. Et quand elles se rencontrent, ils disent « Oh là là, c'est quoi cette famille ?» Moi, on m'a fait ça, on m'a dit, hein. Mais vous communiquez dans tous les sens. Oui, nous, la communication, c'est une valeur qui est importante. Bref, je reviens à votre question. En quoi c'est donc important ? Oui, allez-y, finissez-la. Non, il faut que je la reparte. Oui. Il faut pas ma question. En quoi est-ce que c'est réparateur d'être dans l'amour et l'empathie envers soi-même ? Voilà, parce que vous savez, Philippe, moi, j'ai une pensée en arborescence. Alors, donc, il faut me rattraper. C'est comme tous ces gens qu'on voit dans les séries télévisées sur TF1. C'est qui ça ? Oui, VHPI, oui. Oui, moi j'ai une pensée en arborescence. Et donc du coup, je suis comme le singe en fait. Moi, je vais de branche en branche. Voilà.
Je suis pas un singe, attention. Donc, je reviens à... Je me serais pas permis. Alors moi, aujourd'hui, où je ne peux rien dire, mais vous le faites quand même très bien. Je le fais très bien, d'accord, ouais, ok, merci. Bon alors, c'est sympa. On revient à l'empathie, s'il vous plaît. En quoi est-ce que c'est réparateur, justement, d'avoir de l'empathie et de l'amour envers soi-même? Alors, c'est réparateur parce que, justement, c'est ce que je disais, on va vous regarder, vous allez vous regarder vous-même avec ce regard bienveillant, ce regard soutenant, ce regard protecteur. Et quand vous êtes vu dans votre blessure, avec votre faiblesse, avec votre vulnérabilité, vous êtes vu, reconnu, soutenu, ben forcément, ça vous répare. Pourquoi ? Parce que ça va enlever toute la charge dramatique, toute la charge de « je ne suis pas parfaite, je ne suis pas parfait ». Donc l'autre a vu en moi ma vulnérabilité ou ma faiblesse, la vulnérabilité et la faiblesse, c'est pas la même chose. Mais bon, c'est pas grave. On fera ça une autre fois, j'expliquerai ça une autre fois. Mais de dire que la personne vous voit dans ce qui est le plus intime aussi, parce qu'on ne veut pas être vu avec nos défauts. On veut être vu par les autres comme étant des super-héros, parfaits, bien lisses, tout est ok, tout est bien, tout est... Voilà. Et donc d'être vu et soutenu, et de pouvoir vraiment, dans cet espace qui va être créé en lien avec la mère nourricière et la bonne mère, donc vous allez pouvoir déposer en fait et vous montrer tel que vous êtes avec authenticité. Pourquoi ? Parce que vous allez être accueillis. D'accord ? Donc comment on crée cet espace d'accueil ? On le crée avec cet amour inconditionnel. Quelles que soient tes erreurs, quels que soient tes manquements, quelles que soient tes faiblesses, tu es vu, tu es entendu, tu as ta place. Et tu es important. Tu es importante. Tu as de la valeur. D'accord ? Donc c'est vraiment d'avoir ce discours interne qui va permettre justement de réparer. La blessure, elle est là. La blessure ne partira pas. Par contre, on aura mis, ce sera comme un onguent qu'on aura mis une pommade, un baume réparateur sur cette blessure. Au lieu de prendre un petit mouchoir et de le poser dessus sur cette blessure et dire non, elle n'existe pas, ou on pose le mouchoir et on ne veut pas la voir et on la laisse pourrir. Non, on enlève le mouchoir et on regarde cette blessure. Et on va vraiment la regarder avec sollicitude, avec amour, parce qu'elle est venue, cette blessure, nous apprendre quelque chose sur nous. Et on s'est construit avec cette blessure. Et on ne peut pas venir l'éradiquer comme ça. On va la soigner, oui, on va la guérir, mais la cicatrice reste. Pourquoi ? Parce que cette blessure aura contribué à faire de vous l'être que vous êtes aujourd'hui. Et ce n'est pas juste un discours comme ça. C'est vraiment de la regarder avec bienveillance. Et ça va réduire l'attente qu'on a des autres. Et ça va réduire l'attente qu'on a des autres. Et ça va réduire cette espèce de mendicité. Moi, j'appelle ça la mendicité. On est là comme des mendiants à dire oh, « S'il te plaît, regarde-moi. S'il te plaît, donne-moi de l'amour. S'il vous plaît, à votre bon cœur. Donnez-moi, regardez-moi, je suis valable. Je suis valable. » Non, n'attends pas de reconnaissance de la part des autres. D'accord ? N'attends pas de la validation de la part des autres. À partir du moment où toi tu es aligné, tu es centré, tu es dans ta colonne vertébrale, conformément à tes principes, à tes valeurs, à ce qui te fait vibrer, à ce qui donne du sens à ta vie, ben vas-y, t'as pas besoin d'être validé par les autres. Et malheureusement, on est dans une société où la validation, elle est à tout va. Tout le monde juge, c'est bien, c'est pas bien, c'est beau, c'est pas beau, c'est juste, c'est faux. Mais par rapport à qui ? Par rapport à quoi ? C'est quels critères qu'on met en place ? C'est vos critères à vous, Philippe ? C'est les miens ? C'est ceux de qui ? Bon, bien sûr qu'il y a des valeurs et des principes universels sur lesquels on s'aligne et on a une manière de les faire vivre, ça c'est clair. Et d'ailleurs, on peut retrouver le concept de la mère nourricière dans pratiquement toutes les pratiques spirituelles et dans toutes les religions. Pourquoi ? Parce qu'elle est l'incarnation, elle est l'expression de cet amour inconditionnel, de cette rahma, en arabe on appelle ça rahma, on appelle ça cet amour rayonnant, on peut le nommer la mère, la Pachamama, non. Comment on l'appelle dans les pays du Sud, la grande mère, je ne sais plus comment on l'appelle, je ne sais pas parler espagnol. Ah bon ? Non, je parle italien mais pas espagnol. Donc d'ailleurs Mama. Il y a Mama, la grande Mama, quoi. Oui, la grande. Et d'ailleurs, il y a même des courants comme ça, de maternité positive, on appelle ça aussi comme ça. Hein. On a tous cette ressource en nous. Oui, on l'a tous. Oui, on l'a tous. Il faut juste aller la chercher et être accompagné pour la trouver. Pourquoi ? Parce qu'elle peut être enfouie à l'intérieur. Elle fait partie de notre essence profonde. Elle fait partie de notre essence originelle. Vous savez, Rousseau, quand il disait l'homme c'est Rousseau qui disait ça, qui disait que l'homme est foncièrement bon et c'est la société qui le corrompt. C'était ça, hein ?
Ça me renvoie avec des réminiscences de mes cours de philo. Je crois que c'était lui qui disait ça. L'homme est foncièrement bon et c'est la société qui le corrompt. Voilà. Après, il y a Hobbes qui disait l'homme est un loup pour l'homme. Ça, c'est autre chose. Surtout pour la femme. Et après, il y avait Pierre Bachelet qui disait au nord, il y avait les corrompus. Oh, Philippe, ça y est, il recommence. Là, il devient sarcastique, là. Attention. Pourquoi on peut citer Pierre Bachelet quoi. Si, vous pouvez le citer. Le grand philosophe. Bon, moi, je parle de philosophe, mais bon. Mais le grand philosophe. Pierre Bachelet, c'est un chanteur, je crois. Mais oui. Mais maintenant, il est culte. Hein. Ouais. Il est super culte. Il est devenu culte. Dans Écoute, le nord de la France, il est très très culte. il chantait pour les mineurs, donc forcément. Ouais, mais même aujourd'hui, ces chansons, une voix pour eux, quoi. Après avoir été oubliées, elles ont été complètement réappropriées aujourd'hui. Ah oui. Ouais. Ah, d'accord. Tant mieux. Ah, je vous apprends quelque chose. Vous m'apprenez quelque chose. Sur Pierre Bachelet. Bachelet. On ira voir les matchs de foot dans le nord de la France, vous allez voir, ça chante du. Ah, du Bachelet, d'accord. Du Bachelet. Être une bonne mère pour soi avec Karima Chadi et on retourne au RC Lens, parce que. Karim Orantène nous disait que c'est devenu l'hymne du RC Lens, les corons. Les corons. Voilà. Maintenant, vous le savez, Karima. Oui, maintenant, je le sais. La prochaine fois qu'on ira voir un match à Lens, on chantera à tue-tête les corons. Exactement. Ça nous réchauffera, en tout cas. On parle de la bonne mère et comment devenir une bonne mère pour soi. C'est pas pour les autres, mais d'abord pour soi-même. Quelles sont les qualités de la bonne mère, finalement, qu'on voudrait s'appliquer à nous-mêmes ? Alors, il y a 3 qualités principales. C'est la bienveillance, bien sûr, envers soi. C'est le soutien et la protection. La protection, je vais commencer par le dernier. La protection va vous permettre, en fait, de poser des limites. D'accord ? Et prendre soin de vous en même temps. C'est-à-dire de ne pas faire des choses qui vont vous nuire. Par exemple, moi, souvent, quand je regarde un petit peu... il y a quelques années, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, pour moi-même déjà... Et je m'étais fixé comme objectif d'observer qui est une bonne mère pour soi-même. Donc, quand je regardais dans l'actualité, par exemple. Et, alors, là, je pars déjà sur mon idée, mais l'objectif, c'est pas de dire ça va entraver ma liberté. C'est pas ça. Par exemple, j'avais vu, à l'époque, il y avait une dame qui avait fait un jogging le soir, qui était partie courir le soir dans un parc. Il faisait nuit toute seule et tout. Et bon, elle a été agressée, ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit, que je ne peux pas aller faire un jogging quand je veux et quand j'en ai envie, mais simplement, est-ce que j'ai été une bonne mère pour moi à ce moment-là ? Est-ce que j'ai bien calculé les dangers et les risques que je peux encourir, que je peux qui peuvent me porter préjudice ? C'est-à-dire, même dans vos décisions, quand vous voulez faire des choses, posez-vous la question, est-ce que en faisant cela, je suis une bonne mère pour moi-même ? C'est-à-dire que je respecte les 3 principes, bienveillance envers soi, soutien et protection. Par exemple, je vais partir... par exemple, moi, des fois, quand je termine tard, par exemple, très très tard, au lieu de prendre la route, j'habite très loin, au lieu de prendre la route, je décide de dormir sur le lieu. Par exemple. Pourquoi ? Parce que je me dis, voilà, je calcule un petit peu, il fait nuit, je suis toute seule, une femme, on n'est pas quand même dans une société hyper bienveillante, elle est quand même assez dangereuse, en tout cas de mon point de vue. Donc je me dis, ok, je ne vais pas aller tenter le diable, je dors sur place. Par exemple. Et ça, je sais que pour moi, c'est être une bonne mère pour moi. D'accord ? Sans être étouffante. Donc, qui ne vient pas entraver non plus la liberté. Est-ce que mon exemple est clair ? Donc, poser... Il y a la fatigue aussi. Vous pouvez tout simplement être fatigué. Et voilà. Exactement. Quand on est fatigué, surmené pour éviter le burn-out, par exemple, la maman qui va cuisiner pour ses enfants et qui est toujours dans des repas impeccables, toujours, ils peuvent une fois commander ou manger des burgers pour une fois. C'est pas grave. Il y a pas... ils vont pas... Ça va pas dérégler leur... ça va même peut-être leur faire plaisir. Ça va peut-être même leur faire plaisir, exactement. Donc être vraiment dans cette savoir en fait à quel moment je peux lâcher, à quel moment... Parce que souvent, il y a cette espèce d'injonction personnelle de se dire non mais attention, si je fais pas ça, si je cuisine pas pour mes enfants ce jour-là, je ne suis plus une bonne mère. Pourquoi ? Parce qu'on a l'image de ce que c'est qu'une bonne mère, la mère parfaite, et comme on le dit à chaque fois, la mère parfaite n'a pas d'enfant, il n'existe pas. Donc vraiment, bienveillance pour soi, soutien inconditionnel, d'accord ? Même quand on se prend comme quand on s'y prend comme une patate, d'accord ? Soutien inconditionnel et qu'on va réussir la prochaine fois et qu'on va réessayer, que c'est ok, d'accord ? L'échec fait partie de l'apprentissage. Et le 3e point, la protection. Ces 3 piliers-là sont fondamentaux.
Donc posez-vous la question, quand j'agis, je fais telle ou telle chose, est-ce que je suis une bonne mère pour moi? Est-ce que déjà, moi personnellement, j'en tire des bénéfices personnels au niveau de mes besoins? Après, j'ai envie de faire plaisir et que ça part vraiment d'un vrai sentiment de générosité, de bonté, allez-y, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas une obligation. Être une bonne mère, ce n'est pas le sacrifice, ce n'est pas la culpabilité. Attention. Posez-vous la question, de quoi aviez-vous besoin de votre propre mère que vous n'avez pas eu? Exactement, on se pose cette question-là pour aller pouvoir les combler justement, ces besoins-là. C'est-à-dire qu'on va checker au niveau du corps, au niveau de notre corps, au niveau aussi de nos besoins, de notre nourriture, de la nourriture de l'esprit. D'accord, mon esprit, comment je fais grandir mon esprit, comment je l'élève, la nourriture de l'esprit, la nourriture du cœur au niveau émotionnel et la nourriture du corps. Ces 3 nourritures doivent être comblées. C'est le travail de votre mère nourricière, de la mère intérieure. D'accord ? Nourriture du cœur, nourriture du corps, nourriture de l'esprit. D'accord ? Donc c'est vraiment important. C'est comment j'enrichis, je m'enrichis. Je n'attends pas d'être enrichi par l'extérieur. D'accord ? C'est pas, alors je vais prendre un modèle, c'est pas un téléchargement que je vais faire de l'extérieur, je vais télécharger tel logiciel, tiens, un téléchargement du logiciel de la mère nourricière, comment ça se passe ? Vu qu'on est vachement dans l'IA maintenant, il n'y a que ça, l'IA, donc l'intelligence artificielle, donc on va télécharger, je vais apprendre, l'IA va m'apprendre. Vous savez Philippe, je vais juste raconter une petite anecdote, j'ai eu une séance la semaine dernière, avec un jeune garçon qui a la difficulté d'avoir des amis. Donc la maman me le ramène, il est un peu isolé. Un petit garçon de 8-9 ans, il va bientôt avoir 9 ans. Et je lui ai dit, mais alors qu'est-ce qui se passe dans la cour de récréation ? Tu as des copains ? Combien tu as de copains, des copines ? Est-ce que des camarades ? Il me dit non, mais moi j'ai pas besoin. Je lui dis, ah oui, pourquoi ? Il me dit, sur le téléphone de maman, moi j'ai mon copain ChatGPT. Donc il me dit des trucs gentils, j'ai dit, ah ouais, d'accord. Donc le copain virtuel, quoi. Alors comment vous travaillez avec ça ? Il faut qu'on développe des outils maintenant. Il faut la psy virtuelle. Ah là, vous savez maintenant, le ChatGPT, les trucs, l'IA aide aussi les psys. Mais est-ce qu'il en souffrait le gamin de ça ? Non, ou c'était la mère qui en souffrait ? Non, le gamin n'en souffrait pas, la mère en souffrait, mais moi je pense que quand même il y a le virtuel, oui, mais pas que. On est des humains, on a besoin de contact, on a besoin de relations, on a besoin d'être vu. Ton chat GPT, là, ta personnalité là, que tu vas créer, intelligence artificielle, elle n'a pas d'âme. Elle n'a pas d'âme. C'est une machine. C'est un programme qui est en train d'interagir avec toi. Il n'a pas d'âme, il n'est pas animé par une âme qui porte des valeurs, qui porte une chaleur, qui porte un esprit. Et ça fait partie aussi des caractéristiques de la mère nourricière. Alors, est-ce qu'il y a un mode d'emploi, Karima, pour devenir une bonne mère pour soi-même ? Alors oui, je vais repartir sur les 3 principes que j'ai donnés, donc de la bienveillance, du soutien et de la protection. Donc nourrir son corps. Donc on a besoin de prendre soin, donc de soi physiquement, d'aller voir le médecin quand on a mal quelque part. C'est vraiment une notion c'est en fait. Prendre soin et répondre à ses besoins, c'est l'acte de maternage par excellence. D'accord ? Comme on va prendre un petit enfant, un nourrisson, et qu'on va s'occuper de lui, au niveau de l'hygiène, au niveau de l'alimentation, au niveau de l'exercice physique, au niveau du mouvement. Donc, on va le faire aussi avec nous-mêmes. Moi, en ce moment, je ne suis pas une très bonne mère pour moi-même. Voilà, là maintenant je vais aller sur les confidences. Je suis pas une très bonne mère parce que je tire beaucoup sur le fil. On est à la fin de l'année. J'ai beaucoup d'exigences, pas d'exigences personnelles, oui, ça c'est comme d'habitude, mais aussi d'échéances qui arrivent. On arrive à la fin de l'année, il y a des bilans à faire, il y a pas mal de choses, et donc je tire sur la corde. Donc du coup, moi ça se traduit par migraine. Et la migraine ne veut pas partir. J'ai beau prendre tout ce qu'il faut entre les remèdes naturels et les remèdes allopathiques, mais ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que c'est le repos. Et je le sais. Donc, je m'encourage, je reprends l'exercice de me prendre dans les bras et dis, Karima, tu vas y arriver. Allez, encore une semaine, tu vas tenir, ça va aller, tu as tout en toi. Allez, accroche-toi, allez. J'ai une pom-pom girl à l'intérieur dans ma tête et qui dit, donnez-moi un K, donnez-moi un A, donnez-moi un R, donnez-moi un I, un M et un A. Karima, tu vas y arriver. Voilà. Générosité, parce que Karima, ça veut dire généreuse. Générosité avec moi-même.
avant de pouvoir la donner à l'extérieur. Et après, bien sûr, je vais prendre soin de moi, je vais faire ce qu'il faut. Enfin, il y a quand même beaucoup d'entre nous qui pensons qu'on peut tout faire. Oui, mais ça c'est clair. Alors qu'on peut pas tout faire. Alors qu'on peut pas tout faire, exactement. Non. Avoir cette humilité de dire que là ça marche pas et là faut vraiment. Alors là, ce qui intervient après, c'est un des sabotages aussi qui intervient, qui dit ouais, mais que veulent penser les autres ? Le regard des autres, on dit oh là là, toi, ah ouais, t'es quand même faillible quoi. Tu vois ? Et donc ça, c'est un peu dur parce que c'est de se dire comment l'autre va me percevoir et comment il va me voir comme étant défaillante. C'est ok s'il te voit défaillante, en tout cas ça ne reste que son point de vue. Toi tu sais tout ce que tu fais déjà. D'accord ? Donc prendre soin de son corps et de ses de physique, manger de manière équilibrée, bien sûr, manger des choses vivantes et qui vibrent avec de bonne énergie pour laisser ces énergies vibrer en nous. D'accord ? Offrir à son corps ce dont il a besoin, je l'ai dit, le mouvement, le repos, d'accord, et de l'exercice et du plaisir. Vraiment, le plaisir, c'est important. Est-ce que je me donne du plaisir ? D'accord ? Alors après, votre plaisir, vous le déclinez. Pour certains, ça peut être regarder sa série préférée. Pour d'autres, c'est siroter un bon cappuccino sous un plaid, par exemple. Ou alors, pour quelqu'un d'autre, c'est d'aller faire du jardinage. C'est d'aller retourner la terre. D'autres, aller marcher en forêt. Bref, il y a plein de choses. Donc, se remettre en mouvement, faire de l'exercice. Je vais passer au deuxième point, si vous le voulez bien, Philippe, si vous n'avez pas de questions. Nourrir son cœur. Alors, comment on fait pour nourrir son cœur ? C'est écouter ses émotions sans jugement. Ça, c'est la première des choses. Sans jugement. Le juge intérieur, avec sa grande robe là, de juge de la Cour suprême, celui-là, vous allez le faire taire. Et vous allez vraiment écouter ce qui se passe en vous. Être observateur de soi-même, de qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce que ce mouvement, ces émotions sont en train de dire de moi, qu'est-ce qu'elles veulent me faire comprendre, d'accord ? Donc, et pas dans l'analyse, juste dans l'accueil, ça c'est la première. Ensuite, alors c'est l'étape que je préfère parce que on le travaille avec l'enfant intérieur, c'est se consoler soi-même, voyez ? Et vous entendez ces pleurs à l'intérieur, vous entendez cette douleur à l'intérieur, et bien de l'accueillir avec beaucoup de compassion et de bienveillance et dire je t'entends et je te vois la douleur et je te sens, et pas lui dire oh là là mais qu'est-ce qu'elle fout là celle-là, j'en veux pas, non je veux pas souffrir, et on va utiliser des stratégies compensatoires ou des stratégies d'évitement pour ne pas souffrir. Donc, écoute ta douleur, écoute-la, elle a quelque chose à t'apprendre, elle a un message pour toi. Même s'il ne te plaît pas ce message, écoute-le. D'accord ? Donc, se consoler dans ces moments de douleur et avec, par exemple, donc l'exercice pratique que je propose, c'est de poser la main sur le cœur, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'accord ? Et dire « Je suis là pour toi. Je suis là pour toi, tout va bien et tu vas y arriver. Même si ça prend du temps, tu vas y arriver. Tu as tout ce qu'il faut en toi pour y arriver. C'est important d'écouter ce qui se passe ici et maintenant. D'accord ? Et donc d'avoir ce discours intérieur. Ne l'attendez pas de l'extérieur. Donnez-le vous à vous-même d'abord. Et le troisième point, donc nourrir son esprit. On va se cultiver, on va apprendre, on va s'ouvrir aux nouvelles idées. On va avoir cette ouverture d'esprit, ouvrir son esprit à accueillir tout ce qui vient et tout ce qui... par exemple, un petit exercice, vous prenez 10 minutes, ce petit exercice, où chaque jour, par exemple, vous allez faire une activité qui nourrit votre esprit. D'accord ? Par exemple, une lecture inspirante, une vidéo, une marche méditative, par exemple, l'observation de la nature, plein de choses. Donc, l'observation aussi du monde. Et ça, c'est important. Et alors, je termine avec celle-là. Nourrir son âme. Et là, c'est la dimension spirituelle. D'accord ? Nourrir son âme. Et pour nourrir son âme, il faut commencer par ralentir. Parce que nous sommes dans des rythmes tellement rapides. Ça va tellement vite que notre âme, elle a besoin de temps. Et de ralentir pour pouvoir se reconnecter à ce qui est sacré en nous-mêmes. Qu'est-ce qui est sacré en moi-même, d'accord ? Donc, un exercice, celui-là tout le monde le connaît, l'exercice de la gratitude, chaque jour. Donc, pour développer ça, vous allez chaque jour noter pourquoi les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Voilà. Donc ces points-là, c'est important. Je donne des petites astuces pour pouvoir vraiment développer
cette mère qui est en vous, et avec cette phrase que je la trouve magnifique, de se dire et à méditer, je suis, avec la main sur le cœur bien sûr, je suis à la fois l'enfant et la mère de mon être. Je suis à la fois la mère et l'enfant de mon être. Voilà. Moi qui voulais terminer sur Jean Tardieu. Vous pouvez terminer dessus si vous voulez. Vous vous souvenez? Non, c'est qui celui-là? Vous savez pas? Et votre âme, elle est malade, le printemps était trop vert, elle a mangé trop de salade. Oui. Non, pas donner trop de salade à votre âme, hein, Karima. Elle est bonne celle-là. Non, je préfère ma phrase quand même. Non, mais j'avais été trop sage. Oui. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net. Mais c'est un poème très connu. Hein. C'est Comment ça va sur la terre. Ça va. Donc vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Vous verrez la captation de cette émission sur la chaîne YouTube. Karima, avec merci plaisir d'avoir été avec nous, Karima. À bientôt. Et très belle journée santé sur Beurre FM.